Alors, la dernière fois, nous avons vu Jean et Hélène au bord d'un canal. Et sur ce canal, il y avait un bateau. À propos, vous vous rappelez comment s'appellent ces bateaux qui vont sur les rivières et sur les canaux de France? Vous ne vous rappelez pas? Est-ce que vous avez eu le temps de lire la poésie qui se trouve à la fin du dernier épisode de Jean et Hélène et que nous avons lu la dernière fois? Alors, vous l'avez lu? Cette poésie est intitulée « Le chaland ». Ces bateaux qui vont sur les rivières et les canaux de France sont donc des chalands? Oui et non. En tout cas, pas tous. Un chaland est en général un bateau sans moteur. Il faut le tirer pour le faire avancer. Aujourd'hui, les bateaux qui vont sur les canaux et sur les rivières de France s'appellent les péniches. Une péniche est plus moderne qu'un chaland. Oui, c'est un peu ça. En tout cas, nous verrons tout à l'heure comment on vit à bord d'une péniche. En France, les cours d'eau et les canaux forment un grand réseau de voies de communication. Il y a au moins 5000 km de voies navigables. Comme vous pouvez le voir, la plupart des canaux sont concentrés dans le nord et dans l'est de la France. Les principaux canaux dont vous entendrez parler dans le film sont ici. D'abord, le canal du Rhône au Rhin, qui relie le Rhône au Rhin, avec un grand port tout à fait inattendu en Alsace, Strasbourg. Le deuxième canal que vous verrez dans le film, c'est le canal du Nord, qui est relié à Paris par l'Oise et par le canal latéral à l'Oise. La rencontre à Paris de ces canaux, de la Seine elle-même et des affluents de la Seine fait de Paris le plus grand port fluvial de France. Et maintenant, une curiosité pour terminer. Si vous le vouliez, vous pourriez faire le tour de la France, presque en entier, en passant d'un canal dans une rivière, d'une rivière dans un fleuve, ensuite dans un canal, etc. Mais revenons à nos péniches. Rangées l'une à côté de l'autre, ces péniches attendent de recevoir le chargement qu'elles devront ensuite transporter de canal en canal à travers toute la France. En général, les péniches ne sont jamais très larges. Par contre, certaines sont très longues. Pourtant, la longueur ne peut pas dépasser certaines limites. En effet, elles doivent manœuvrer dans un espace relativement restreint et leurs dimensions ne doivent pas être encombrantes. Le fond des péniches est généralement plat. Elles doivent pouvoir circuler même si la profondeur de l'eau est réduite. À cause de toutes ces caractéristiques, les péniches ne sont pas très rapides. La navigation n'est pas toujours aussi facile qu'on pourrait le croire. Il y a des obstacles que les péniches doivent franchir. L'obstacle le plus difficile, celui qui ralentit le plus la navigation, ce sont les écluses. Ces espèces d'escaliers nécessaires pour monter ou descendre les pentes trop rapides.
Le long d'un des quais des nombreux ports fluviaux de France, peut-être Paris, peut-être Strasbourg, peut-être Nantes, la péniche va recevoir son chargement. Chaque année, les péniches transportent à travers la France environ 70 millions de tonnes de marchandises. Ce sont en général des matériaux très lourds et encombrants. Il y a en France plus de 10 000 péniches en service. Toutes ne sont pas aussi grandes que celle-ci, capables de transporter un énorme chargement de voitures. Mais toutes travaillent à plein régime. Le transport par canot est beaucoup plus économique que le transport par chemin de fer et surtout par route. Des travaux sont en cours pour augmenter encore les possibilités de navigation sur les deux grands fleuves de l'Est, le Rhône et le Rhin. Ces deux grands fleuves sont déjà reliés entre eux par un canal, nommé précisément Canal du Rhône au Rhin. Les transports par péniche franchissent également les frontières du Nord. De Paris, par le canal latéral à l'Oise, et ensuite par le canal du Nord, les péniches portent leur chargement jusqu'au cœur même de la Belgique. Parlons maintenant un peu de la vie à bord d'une péniche. Vous vous rappelez la poésie de votre livre ? Le batelier promène sa maison naine par les canaux ? Eh bien, voyons de près une de ces maisons flottantes. La famille dont nous allons faire connaissance se compose de 3 personnes. Mademoiselle Dupont, la fille, Madame Dupont, la mère, et Monsieur Dupont, le père, maître à bord, après Dieu naturellement. Mademoiselle Dupont vient d'appeler son père. En effet, il faut ranger la péniche le long du quai pour le chargement. Et la manœuvre est délicate. Le chargement effectué, on repart. Au cours du voyage, la vie à bord est calme et tranquille. Pendant que Madame Dupont arrose ses fleurs, Mademoiselle Dupont donne à manger à son canari. Madame Dupont prépare le déjeuner. Il y aura des pommes de terre au menu, semble-t-il. Il faut attendre patiemment son tour pour franchir l'écluse. Cela retarde un peu la navigation. Mais pendant ce temps, il n'y a rien à faire. Qu'à attendre. L'écluse franchie, on repart. Le déjeuner de Madame Dupont s'est très bien passé. Les pommes de terre étaient excellentes. Et le canari n'a pas cessé de chanter. Lorsque M. Dupont est fatigué, sa femme le remplace. Dans une péniche, chacun doit faire le métier de tous. Mais dès qu'une difficulté se présente, il va falloir croiser une autre péniche, le père reprend son poste. C'est lui qui est responsable du bateau.
Et ainsi, dans le silence marqué par le ronronnement régulier des moteurs, le voyage continue, tous les jours répétés, jusqu'au prochain port. Eh bien, nous venons de faire connaissance avec ce moyen de transport, la péniche, qui n'est pas très connu en Italie, mais qui en France est très répandu. En Italie, il n'y a pas beaucoup de péniches parce qu'il n'y a pas de canal ni de grands fleuves, sauf le Pô. La France a la chance d'avoir 4 grands fleuves. La Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône, et même 5 si l'on compte le Rhin, dont le parcours n'est pas entièrement français. 5 grands fleuves donc, presque tous navigables. Le moins navigable, c'est la Loire. La Loire est le plus long fleuve de France, plus de 1000 km. Elle n'est navigable que dans son cours inférieur et en particulier dans l'estuaire entre Nantes et la mer. La Loire n'est donc pas très navigable. Si nous avons choisi de vous parler maintenant de ce fleuve, c'est évidemment pour d'autres raisons. Oui, en effet. Comme nous n'aurons plus l'occasion de vous parler des fleuves en France, sauf le Rhône, dans la prochaine émission ou la fois suivante, nous avons décidé aujourd'hui de vous parler de la Loire à cause de ses célèbres châteaux. Vous avez tous entendu parler des châteaux de la Loire, mais vous ne les connaissez peut-être pas encore. Nous allons vous montrer quelques-uns de ces châteaux qui font la gloire de la Touraine, c'est-à-dire de cette région qui a pour centre Tours et Blois, et où coule la Loire et ses affluents. La Maine, formée de la Sarthe, du Loir et de la Mayenne, l'Indre, la Creuse, le Cher, mais vous allez voir ces rivières dans le film avec les célèbres châteaux de la Loire. Dans l'émission consacrée à l'histoire du Louvre et de Paris, nous avons vu que le roi François Ier conduisit la cour à Paris vers 1530. Avant lui, en effet, une des régions que de nombreux rois de France avaient choisies comme résidence était précisément la région de la Loire, que vous voyez maintenant. La plupart de ces châteaux, royaux et princiers, sont donc antérieurs à la première moitié du XVIe siècle. Mais tous les châteaux ne sont pas situés sur la Loire même. Chaque vallée a ses châteaux. Voici sur le Cher, près de Tours, le château Renaissance de Villandry et ses beaux jardins géométriques. Sur la Mayenne, c'est toute la ville de Laval qui abrite des châteaux et des édifices dont la construction va du Moyen Âge à la Renaissance. Sur la Maine, Angers a donné son nom à la dynastie des Anjou qui régnèrent à Naples et en Sicile. Son château, avec ses tours rondes, remonte au roi Louis IX. L'Anjou, avec sa capitale, Angers, ne vit pas seulement de souvenirs historiques. C'est une des premières régions agricoles de France. Elle produit un excellent vin blanc à partir de ses vignobles qui comptent parmi les meilleurs de France. Au milieu de tant de souvenirs historiques, un village paisible et une maison comme tant d'autres. Ce village, c'est Nohant. Cette maison, c'est celle de George Sand.
Voici une région marécageuse particulièrement recherchée pour la chasse. C'est la Sologne. Le château de Cheverny, qui date, lui, de la première moitié du XVIIe siècle, renferme précisément un important musée de la chasse. Tout près de Cheverny, Blois-sur-la-Loire a été pendant toute la Renaissance la ville des rois de France. Du château de Blois, où sont rassemblés les souvenirs de Charles d'Orléans, de Louis XII, de François Ier, toute cette région raconte l'histoire de la France. Ici, Chinon, sur la Vienne, vit dans le souvenir de Jeanne d'Arc. Et voici une des plus belles cathédrales de France. Vous allez vous-même dire où elle est située en regardant les images qui viennent maintenant. Cette course automobile dure 24 heures. Vous avez deviné maintenant de quelle ville il s'agit. Oui, en effet, il s'agit de la ville du Mans, sur la Sarthe, où se trouve cette belle cathédrale. Cette région est aussi une région industrielle. Et ce sont précisément la Loire et ses affluents qui permettent la construction de barrages, réservoirs d'énergie pour les usines. Située entre la Loire et le Cher, voici Tours, qui est le cœur, la capitale du Val-de-Loire. Comme Blois, Tours fut une des résidences favorites des rois de France. C'est aujourd'hui la principale base de départ pour la visite des châteaux de la Loire. Nous vous avons montré seulement quelques-uns de ces châteaux, mais la liste est longue. Pour terminer, cependant, voyons encore 3 des plus beaux châteaux de la Loire. Tous les 3 de la même époque, le début du XVIe siècle. Le château d'Azay-le-Rideau, à 17 km de Tours, se reflète dans les eaux de l'Indre. Le château de Chenonceau, à 30 km de Tours, se reflète dans les eaux du Cher. Le château de Chambord, à 18 km de Blois, est le plus grand de tous. Ce château fut la résidence préférée de presque tous les rois de France. L'exploitation familiale, en effet, n'est plus rentable aujourd'hui. Pour vivre, le paysan traditionnel doit devenir un professionnel de l'agriculture, un agriculteur. L'État encourage et subventionne les paysans, surtout les jeunes, qui décident de changer d'activité. Grâce à ses 3000 km de côte, la France est un pays de pêche. La pêche se pratique surtout dans l'océan Atlantique et la Manche. Mais la pêche reste en France une activité trop artisanale et sa production n'est pas satisfaisante.
Les pêcheurs ne pourront augmenter la production qu'en devenant, comme les agriculteurs, des professionnels de la pêche, regroupés et organisés. Nous avons vu jusqu'ici des jeunes qui étudient, des adultes qui travaillent dans l'industrie ou l'agriculture. Mais au milieu de toutes ces activités, quelques moments de repos sont bien nécessaires, n'est-ce pas? Oui, et c'est à ce moment-là qu'intervient l'industrie des vacances. Nous ne sommes pas en Afrique, comme vous pourriez le croire, mais en Corse, dans un village de vacances. De nombreux organismes administrent les vacances des Français. Des villages comme celui-ci, par exemple, situés dans les plus belles régions touristiques, leur sont réservés. Le dimanche, chacun fait ce qu'il veut. Mais dans les dimanches froids de l'hiver, un jeu passionne une grande partie des Français. Ce jeu, c'est le tiercé. Le tiercé est, pour les Français, ce que le totocalcio est pour les Italiens. Mais en France, on parie sur les chevaux, et non sur les matchs de football. Le jeu consiste à deviner l'ordre d'arrivée exact des chevaux dans une des nombreuses courses qui ont lieu chaque dimanche dans les hippodromes français. Ce jeu, auquel tout le monde, jeunes et vieux, participe, a fini par développer en France un nouvel intérêt pour les courses de chevaux. Et pourtant, d'autres sports sont plus populaires, comme le football par exemple. Mais nous parlerons de sport et de beaucoup d'autres sujets encore un autre jour.